Medianoche. Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays ou de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 5 de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarno Posé. Aujourd'hui, au menu, on vous propose un petit voyage au Brésil où on va aller faire le point sur la partie féminine de son football. Et oui, on va changer un petit peu. Pour cela, donc, vous l'avez deviné, on va aller au Brésil. On va donc accueillir le rubro negro de la rédaction de Lucarno Posé, Marcelin Chamois. Salut Marcelin. Salut Nico. Alors écoute, avec toi, on va donc plonger un petit peu dans la partie féminine, comme je disais, du football Auri Verde. Et on va commencer tout simplement par le commencement. Lors de notre dernier séjour au Brésil, on avait été visiter le musée du football à Sao Paulo. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous écoutez, ou plutôt si vous regardez ce podcast en ce moment sur notre chaîne YouTube, vous allez voir au fur et à mesure de cette émission quelques extraits de ce musée du football, puisque à l'époque où on y était, 2019, il y avait une exposition qui était justement consacrée à l'histoire du football féminin au Brésil. Je rappelle qu'à l'époque, on était en pleine Copa América. On va y revenir dans un instant. Une expo, Marcelin, et c'est ce que tu vas nous expliquer, qui montrait surtout à quel point l'histoire du football féminin au Brésil est surtout et d'abord l'histoire d'un très très long combat. Oui, très très long, parce que le football arrive au Brésil en 1894 et il y a déjà des premiers matchs, alors qui étaient mixtes à l'époque, qui sont mentionnés dès 1908. Donc les femmes ont été intéressées très rapidement par le football. Et le premier match exclusivement féminin a longtemps été considéré datant de 1913. Mais en fait, il y avait une partie des dames de la haute société, parce que c'est vrai que au Brésil, les femmes sont arrivées aussi en tant que supportrices très rapidement pour s'intéresser au football. Et d'un autre côté, c'était en fait des joueurs du Sport Club Americano qui étaient déguisés en femmes. Donc la vraie partie officielle désormais d'un match exclusivement féminin date de 1921 dans le quartier de Santana à São Paulo. Et cette partie a été mentionnée par la presse, notamment à Gazeta, qui avait parlé d'une attraction curieuse et comique. Donc on voit un petit peu le traitement qu'il y avait pour le foot féminin à l'époque. On voit d'où on part, ouais. On voit d'où on part. Et quand il y avait des matchs, c'était très peu suivi. Donc il y a quelques autres pionniers, mais qui sont très peu connus. Il y avait les joueuses d'Araguari dans le Minas Gerais et Monseigneur Severino, qui était un directeur d'un orphelinat à Rio de Janeiro, qui avait organisé aussi un tournoi de féminin à Rio. Donc Simon en parlait dans le deuxième mag de Lucarno Posé. Et ça va encore se compliquer pour les femmes et le football, parce qu'en 1937, le Brésil bascule dans la dictature de l'Estado Novo. Et donc à partir de 1941, il y a un décret qui va être publié et qui va interdire plusieurs sports aux femmes, notamment le football, ce qui est jugé incompatible avec la nature féminine. C'est une excuse qui est avancée un petit peu de la même façon que ça a été fait avec les pauvres d'ailleurs qui avaient été écartés du football de l'élite, sous le prétexte qu'ils ne pouvaient pas répondre de façon adéquate à la violence du football, et donc ils ne pouvaient pas jouer. C'est un peu ce qui se passe du coup avec les femmes. Ils vont quand même continuer de jouer au football, mais de façon clandestine. Donc il y a des matchs qui s'organisent, mais c'est caché, donc forcément elles ne peuvent pas se développer jusqu'en 1979. Donc là aussi une autre dictature, c'est le militaire qui prend fin quelques années plus tard en 85. Mais c'est à partir de 1979 que les femmes sont à nouveau autorisées seulement à rejouer au football. Et en 1984, la revue Placard relatait l'existence d'environ 3000 équipes féminines dans tout le Brésil. Donc il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas vraiment de championnat, mais il y avait quand même une équipe qui se démarquait, qui est l'Esporte Clube Radar, donc qui a été créée en 1980, en tout cas la section féminine par Eurico Lira, qui jouait à Copacabana, et cette équipe elle a un très bon niveau, et c'est d'ailleurs cette équipe qui va donner naissance à la première sélection féminine en 1988, donc quelques années après les garçons. Ça a commencé en 1914. Donc elles vont participer à une première compétition en Chine, et la sélection va débuter avec
assez rapidement une joueuse d'exception qui est Sissi. Donc une numéro 10 vraiment dans le style de jeu qui était gauchère, donc un peu la précurseuse de Martha. Et elle va participer à plusieurs compétitions avec le Brésil avec des très bons résultats, ce qui est les JO 96 où le Brésil termine quatrième, participe aussi aux JO en 2000 et à la Coupe du Monde en 95 et en 1999 où le Brésil termine troisième. Et ça va vraiment être la compétition de Sissi, puisqu'elle termine meilleure buteuse et meilleure joueuse de la compétition. Et c'est là où se révèle au monde entier. Et l'année suivante, elle va se raser les cheveux, donc en promesse à un enfant aux États-Unis qui était atteint d'un cancer et qui souffrait de harcèlement. Et donc elle se rase la tête pour soutenir cet enfant. Et l'histoire elle est assez, enfin très tragique même. Juste cet acte, ça va attirer la méfiance de la Confédération brésilienne de football, qui va un petit peu la blacklister, qui va commencer à refuser qu'elle prenne part à des interviews, juste parce qu'elle avait cette coupe de cheveux qui était jugée pas féminine. Et Sissi va être obligée de quitter le Brésil, puisqu'en 2001, la Fédération Pauliste, donc de São Paulo, où Sissi jouait, va interdire aux joueuses d'avoir les cheveux courts et il faut qu'il y ait des cheveux longs et je cite parce que c'est le règlement, c'est comme ça que c'est écrit, afin d'exalter la beauté et la sensualité des joueuses pour attirer le public masculin, fin de citation. Donc c'est ce qui est avancé par la fédération pauliste et Sissi est terrible. obligée de quitter le Brésil. Elle sera plus jamais convoquée en sélection nationale. Et Sissi d'ailleurs, dont le portrait est présent au musée du football, dans cette galerie justement de portraits de joueuses qui ont marqué, qui ont ponctué l'histoire, et on le voit, c'est quand même, tu parles pas d'une chose qui a eu lieu comme on pourrait dire maintenant, c'était une autre époque, non, on parle de choses qui ont à peine 20 ans. On va revenir un petit peu plus tard sur la sélection, sur l'aspect Célestin et son histoire et son évolution. Mais avant cela, on le voit, ce combat, on va dire, il perdure encore. Hein. Et justement, on va s'intéresser à ce qui se passe à l'échelon local, donc au niveau du club. Voilà, ça fonctionne comment tu l'as dit, ça a mis très longtemps avant de pouvoir être organisé, le football au Brésil, on a vu pourquoi. Comment ça fonctionne le championnat national depuis que les filles ont véritablement le droit de pratiquer l'activité? Donc, le football pour les femmes a été de nouveau autorisé en 1979. Et il y a une première compétition qui s'appelait la Taça Brasil de 1983 à 2007, qui a ensuite suivi de la Copa do Brasil de 2007 à 2016. Mais il y a très peu d'informations disponibles sur Internet. On peut juste trouver le nom du club vainqueur par édition, mais il y avait parfois des groupes. Mais enfin, c'est vraiment très compliqué d'avoir des informations juste sur quel match était disputé. À partir de 2013, il y a un Brasileirão avec une formule différente de celle des hommes, mais qui va être créé avec des clubs exclusivement féminins et puis aussi des sections féminines des grands clubs brésiliens dont on a l'habitude de parler. Et aujourd'hui, le football est vraiment dominé par les clubs de São Paulo, puisqu'ils ont remporté 8 des 9 dernières éditions. Donc c'est un championnat qui est très jeune mais qui se développe. Puisqu'il va y avoir la création d'une troisième division en 2022, il y a déjà une deuxième division. Et puis en 2019, il y a aussi un Brasileirão U18 et U16, donc qui permet aussi aux plus jeunes de débuter et ensuite d'aller vers le Brasileirão qui est diffusé sur YouTube, donc gratuitement, et aussi sur Sport TV, qui est une chaîne payante mais très suivie. Et c'est assez nouveau parce que avant, s'il y avait un match, il n'était pas diffusé. Ils préféraient mettre un reportage ou une rediffusion d'un match masculin. Maintenant, on commence à voir du foot féminin à la télé brésilienne. Ouais, et on le voit, donc ça se développe avec, tu l'as dit, une pyramide qui est en train de se mettre en place, une pyramide au niveau des âges. Et pourtant, justement, tu citais tout à l'heure le deuxième numéro du magazine dans lequel Simon avait interrogé Barbara Fonseca, qui était, je ne sais pas si elle est toujours en place d'ailleurs, j'ai pas été vérifié, qui était DS à l'América Mineiro et qui expliquait justement à l'époque que le football féminin n'était une priorité pour, je la cite, pour aucun des clubs brésiliens, et elle devait à l'époque toujours attendre le dernier moment pour savoir si sa section serait intégrée au budget de la saison à venir. Tu l'as dit, le Brasileirão s'est réorganisé un petit peu ces années récentes. Est-ce que les choses ont véritablement changé depuis ? Ouais, est-ce qu'on voit vraiment un progrès ? Je rappelle que ce numéro 2 du magazine date de 2017, si j'ai bonne mémoire, ou début 2018. Oui, alors pour l'América Mineiro, il me semble que la section a été éteinte à un moment. Je crois qu'en 2021, là, elle a été de nouveau active.
Mais c'est compliqué pour l'América Mineiro. En revanche, il y a eu la Conmebol en 2017 qui a contraint les clubs participants à la Libertadores 2019 à avoir, donc Libertadores 2019 masculine, à avoir une section féminine ou au moins un club partenaire pour les équipes de seniors et de jeunes. Donc c'est un changement, on le voit en fait, qui s'est fait par la contrainte, mais qui est nécessaire puisque effectivement les clubs brésiliens n'investissaient pas dans le foot féminin. Et on le voit d'ailleurs dans le Brasileirão 2020 féminin, en fait les 4 demi-finalistes. Le Corinthians a débuté sa section en 2018, Palmeiras en 2019 et São Paulo et Kinderman en 2017. Donc pour les 4 clubs demi-finalistes, c'est très récent. C'était moins le cas cette année en 2021, parce qu'on retrouvait Corinthians et Palmeiras. Et après, il y avait International et Ferroviaria, je crois, qui ont des sections qui sont plus anciennes, même si souvent en fait les grands clubs ils avaient une section féminine de temps en temps, et puis quand il y avait besoin de sauver un petit peu d'argent, c'était pas les salaires des hommes qui allaient être sacrifiés, mais toute la section féminine. Donc il y a plusieurs clubs où la section arrive, disparaît, un petit peu comme l'América Mineiro qui est pas concerné du coup par une participation à la Libertadores, et il me semble qu'ils ont mis fin à la section féminine. Donc voilà, on voit que ça reste compliqué, même si les audiences du championnat sont en hausse, et la compétition aussi était assez bien suivie sur les réseaux sociaux. Donc ça permet de développer le football féminin qui peut se professionnaliser un petit peu plus. Ouais, et tu insistes sur la contrainte qui a été mise en place par la Conmebol, comme quoi on critique souvent les instances, à raison, très souvent aussi. Là, pour le coup, c'est une instance qui a véritablement fait pression. Donc, il est toujours possible d'initier des mouvements, on va dire, quand on est une instance, et la Conmebol avec sa Libertadores, et en imposant cela aux clubs qui participent à la Libertadores. Et en fait, petite parenthèse, ça va quand même concerner quasiment tous les clubs brésiliens, à terme Marcelin, cette histoire. Au bout d'un moment, ils vont devoir s'y mettre. Vu que quasiment la moitié du championnat va participer aux compétitions continentales. Bon, bref, c'est un autre débat, mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a un mouvement qui a été fait, tu l'as dit, c'est diffusé sur YouTube, c'est aussi le cas pour la Libertadores, donc il y a des réseaux de diffusion qui sont utilisés. On voit au niveau des clubs, il y a quelque chose qui est vraiment, on est au début, tu parlais à l'instant, 2017, la décision de la Conmebol qui a été mise en place à partir de la Libertadores 2019, donc c'était hier, c'est pas il y a une décennie, c'était hier, donc on a le temps encore de voir ça avancer. On parlait des clubs, on le disait, on va parler de la sélection. Elle en est où justement au XXe siècle, cette sélection féminine? On a parlé déjà de Sissi, et ensuite il y a eu Martha, donc qui a un petit peu le même profil, dribbleuse numéro 10 gauchère, et puis en plus qui a un charisme incroyable, donc qui a porté la sélection féminine. Et le Brésil a eu de très bons résultats dans les années 2000. Il y a eu 2 médailles d'argent au JO en 2004 et en 2008, une finale en Coupe du Monde 2007, où elles avaient notamment battu les États-Unis 4-0 en demi-finale, avec un but incroyable de Martha sur le côté gauche. L'un des plus beaux, franchement, il est exceptionnel ce but. Oui, ouais, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut le coup de faire une pause et d'aller le voir. Carrément. Et puis il y a eu la grande victoire qui a été le Panamericano 2007. Donc pour nous, ça ne nous parle pas trop, mais c'était un genre de championnat des JO sud-américains qui était organisé au Brésil. Et donc la finale avait lieu au Maracanã avec une victoire 5-0 contre les États-Unis. Donc c'est vraiment le grand fait d'armes de cette sélection qui a souvent été placée, mais qui n'a pas eu de titre à part ce Panamericano. Donc des résultats qui sont quand même satisfaisants. Et c'est le cas en club aussi, puisque Santos, donc, avec Martha, mais aussi Christiane, qui était l'attaquante de la sélection, Santos va remporter les 2 premières Copa Libertadores féminines en 2009 et 2010. Mais c'est toujours le cas, en fait, je trouve, quand on parle de foot féminin, quand il y a une avancée, souvent après, il y a un recul, il y a quelque chose qui vient casser un petit peu la dynamique, puisqu'en 2012, Santos a besoin d'argent pour prolonger le contrat de Neymar, et donc ils vont fermer les sections de foot féminin, de futsal aussi, mais afin de gagner de l'argent, c'est comme ça. Le foot féminin à Santos, alors qu'elles avaient gagné 2 Copa Libertadores, a été sacrifié pour prolonger le contrat de Neymar. Ouais, donc, ça reste la variable d'ajustement concrètement, le football féminin. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est un régime qui reste semi-professionnel et du coup très précaire. Et pour l'instant, encore les grandes stars brésiliennes, elles vont jouer à l'étranger où il y a plus de moyens, où c'est plus développé. Et ce qui est dommage au Brésil, c'est qu'ils se passionnent vraiment pour
les compétitions ponctuelles de la Seleção. En fait, nous on l'avait vu en 2019 avec la Copa América. Mais c'est vrai que dès qu'il y a la Coupe du Monde ou les JO qui sont une sorte de deuxième Coupe du Monde pour le foot féminin, on sent vraiment le pays qui suit la sélection, mais cet engouement retombe dès que la compétition est terminée et ça se poursuit pas pour les compétitions nationales. Et en plus, la génération du coup de Marta, mais aussi Christiane et Formiga par exemple, n'a pas été renouvelée. Et donc dans les années 2010, il y a quand même des résultats qui sont moins bons. En Coupe du Monde, il y a un quart en 2011, après des huitièmes en 2015 et 2019. Et au JO, un huitième en 2012 et quart au JO 2016 et 2020. Donc dans les années 2010, sur les 6 grandes compétitions, il n'y a même pas eu de dernier carré. Ouais, et on sait à quel point c'est important au Brésil pour les sélections d'exister à l'échelle mondiale. C'est valable chez les garçons, c'est valable chez les filles aussi. Tu évoques Marta et tu disais, on l'a vu en 2019, on l'a mesuré, l'immense popularité dont elle bénéficie au Brésil. Déjà les filles, la sélection féminine, l'immense popularité qu'elle avait, elles étaient plus suivies pendant la Copa América brésilienne que les garçons qui jouaient la Copa América. Elles étaient en Coupe du Monde. Est-ce que Marta, on avait vu aussi, moi je me souviens, c'était aux abords du Maracana, où il y avait des affiches immenses de Marta alors qu'on était en pleine Copa América. Voilà, c'est Marta, justement. Est-ce qu'elle est un cas à part ou est-ce qu'on peut dire que Marta symbolise une sorte de nouvelle ère dans laquelle finalement les filles vont ou pourraient prendre la place des hommes? Tu évoquais Neymar qui est très, comment dirais-je, clivant au Brésil. Est-ce que c'est quelque chose qui semble s'amorcer, un mouvement, ou est-ce que c'est uniquement lié à Marta? Et question un petit peu rattachée à cela, est-ce qu'il est possible justement pour les filles de se trouver une place dans le Brésil actuel, dans le Brésil de Bolsonaro, qui est souvent réputé comme un pays désormais très conservateur? Oui, pour Marta et Neymar, il y avait aussi les JO 2016. On se souvient que les Brésiliens remplaçaient le Neymar, cachaient le nez pour transformer sur leur maillot le Neymar en Marta. Donc c'est vrai que c'était assez marquant aussi. Et je pense que Marta est quand même assez à part. Elle a une prestance, elle a même aussi dans les messages qu'elle peut porter. C'est vrai que c'est vraiment le symbole pour le foot féminin, mais je trouve vraiment qu'elle est à part et comme ça me semble compliqué d'avoir une nouvelle Marta dans l'immédiat. Après, pour la société, c'est vrai que la société brésilienne est très hétérogène et il y a une partie très machiste qui est peut-être de plus en plus importante ou en tout cas de plus en plus libérée. Enfin, je sais pas trop, mais qui est plus visible actuellement, on va dire. Ouais, oui, qui se remarque plus, ouais, Voilà. quand même. Mais du coup, après, je suis pas sûr que le football féminin ait besoin de tout le monde. Il y en a toujours qui vont pas suivre le football féminin, qui vont le chercher à le réduire ou à ne pas le considérer. Je pense que le foot féminin peut faire sans eux. Et en plus, oui, il y a les Brésiliens sont aussi très patriotiques. Et on l'a déjà dit, ils soutiennent vraiment la sélection féminine, qui en plus a une autre image que la sélection masculine, où on va dire c'est vraiment le foot business et que les joueurs n'ont plus l'amour du maillot ou la simplicité. Donc cette sélection féminine est suivie. Après, ouais, une successeuse de Marta, c'est toujours possible. On l'a vu, il y avait eu Sissi avant elle qui avait aussi été très importante. Mais dans l'immédiat, je pense que ça va être compliqué à la trouver. C'est ce qu'elle avait dit d'ailleurs en 2019 après l'élimination, où elle dit qu'il n'y allait pas avoir une Marta ou une Christiane ou une Formiga pour toujours. D'ailleurs, Formiga qui a participé aux derniers Jeux Olympiques 25 ans après sa première participation, donc en 96. Le record est incroyable, mais on voit aussi que la sélection féminine s'est reposée sur ses forces d'individualité et n'a pour l'instant pas réussi encore, même si ça commence, à régénérer un petit peu son effectif et trouver des successeuses. Ouais, ce qui est probablement lié aussi au fait que le développement des clubs, parce que c'est là où tu nourris les graines, c'est là où tu plantes les graines de la sélection. Le développement en club, pour l'instant, n'est pas assez linéaire. Sans parler de progression forte, mais il n'est même pas assez linéaire ou continu pour permettre quelque chose, justement. Cette phrase de Marta, il n'y aura pas de Marta ou de Christiane ou de Formiga pour toujours, c'est la transition parfaite vers le dernier point que l'on va aborder dans ce podcast, celui, et tu l'as un petit peu évoqué là, de l'avenir, justement, en quoi le Brésil prépare l'avenir de son football féminin. Après la Coupe du Monde 2019, qui a été très suivie au Brésil, la CBF a engagé comme sélectionneuse Pia Sundhage, qui
donc qui a été double championne olympique en 2008 et 2012 avec les États-Unis, et aussi finaliste des JO 2016 avec la Suède, donc son pays d'origine. Et elle est la deuxième femme seulement à diriger la sélection brésilienne féminine. Ça se passait assez mal avec le précédent sélectionneur entre lui et les joueuses. Et pour l'instant, le bilan est plutôt bon, parce qu'il y a eu 2 défaites en 24 matchs, je crois, maintenant, si on prend les 2 victoires contre l'Argentine après les JO. Aux JO, elles ont été éliminées en quart de finale, mais au tir au but contre le futur vainqueur, qui était le Canada. Donc, c'était pas non plus une mauvaise compétition. Et sur les nouvelles convocations, il y a eu 5 nouvelles joueuses qui n'avaient pas participé au JO. Donc on voit que ça commence un petit peu à se renouveler. Martha est toujours présente pour amener ce nouveau cycle, parce que du coup il y a beaucoup de compétitions internationales pour les filles. Donc ça a commencé avec la Copa América 2022, ensuite la Coupe du Monde 2023, puis les JO l'année suivante. Ça va être un petit peu le nouveau cycle pour la sélection brésilienne. Et Pia a beaucoup d'expérience en plus dans des pays, que ce soit les États-Unis ou la Suède, où il y a une culture différente du Brésil, et en plus beaucoup plus d'histoire dans le foot féminin, et un développement qui a été fait bien avant et de façon plus forte. Donc elle est très intéressante, je pense que le profil est intéressant. Elle a dit qu'elle voulait jouer contre des sélections du top 10 afin de gagner en expérience. Il y a aussi un match amical contre les U16 masculins de Grêmio qui permettent un petit peu de se développer en tant qu'équipe, parce qu'elle veut faire évoluer l'équipe physiquement pour tenir les 90 minutes. C'est un petit peu ce qui a manqué contre le Canada au JO. Et puis aussi développer des joueuses créatives justement au milieu de terrain pour prendre la suite de Martha. Et donc la CBF accompagne ce changement, parce qu'il n'y a pas seulement Pia, parce qu'il y a aussi ils ont engagé des femmes comme coordinatrices du football féminin et des équipes féminines. Donc l'important c'est d'avoir quelqu'un de compétent, mais auparavant c'était des postes qui étaient réservés aux hommes. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir des femmes à ces postes-là. Et puis il y a aussi des changements, notamment au niveau des primes, que ce soit les primes journalières ou de compétition. Maintenant les joueuses reçoivent la même somme que les joueurs de la part de la CBF. Et puis en novembre, à partir de novembre 2020, il n'y a eu plus les 5 étoiles au-dessus du logo de la CBF qui représentait les 5 Coupes du Monde remportées par les garçons. Il y a juste le logo sans étoile, et donc si elles gagnent un jour la Coupe du Monde, elles auront leur étoile. Mais du coup, aujourd'hui, la distinction est faite. Et puis je suis allé aussi vérifier ce qu'on avait parlé au festival de l'autre football sur la FFF, où sur la page d'accueil il y avait sélection et sélection féminine. Sur le site de la CBF, c'est pas le cas. Les infos foot féminin et masculin sont mélangées, et dans les menus il y a une distinction entre la sélection masculine et sélection féminine. Donc c'est un petit truc, mais ça montre quand même un petit peu comment c'est traité. Mais encore une fois, quand on voit qu'il y a du développement, il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu tout gâcher. Là, c'est le président de la CBF, Rogério Caboclo, qui a été écarté du pouvoir. Il est suspendu jusqu'en 2023, ce qu'il est accusé par plusieurs employés de la CBF d'harcèlement et d'agression sexuelle, avec quand même des enregistrements et puis plusieurs témoignages. Ouais, mais on voit que ça passe pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que dans d'autres temps, ça aurait été gentiment étouffé. Là, il y a quand même une action contre Caboclo derrière. Il y a quand même une action, donc on voit ça change. Après, je sais, après avec la CBF, c'est toujours compliqué, Ouais. parce que ils ont pas certains qui ont profité de ça pour l'écarter du pouvoir. Certes. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sorti, alors qu'effectivement, avant, ça serait certainement pas sorti, ou pire, ça aurait été dit, c'est pas bien grave, Voilà, c'est ça. il n'y a pas de sujet. Mais pour en Il y a revenir quand à même la... une évolution. C'est ça, pour en revenir à la CBF, il y a quand même une vraie évolution, et tu l'as dit, hein, on en parlera bientôt du festival, avec pas mal de tables rondes, notamment sur le football féminin, une à laquelle on a participé, mais c'est important, ce que tu as nommé comme un détail, justement, dans ce festival qui a eu lieu à Rennes début septembre. On a souvent dit que les détails n'en étaient pas, et le fait de ne plus faire de distinction, enfin de mettre tout le monde ensemble, c'est pas anodin quand même, et on parle de la CBF, tu disais à un instant, dans un pays qui reste quand même encore avec une grande part de machisme. C'est pas forcément qu'un détail, quoi. Oui, puis il faut rappeler encore une fois l'histoire de Sissi qui date Ouais. de 2001. Donc il y a un progrès, oui, qui est indéniable, et il partait de très très loin. Et c'est vrai qu'on l'a dit avec la FFF,
de ce côté-là, la CBF est en avance, qu'effectivement c'est un détail qui veut dire beaucoup en fait. Donc oui, c'est important. Exactement. Et donc tu disais, hein, voilà, donc on a quand même j'ai presque envie de parler. Je sais pas s'ils le disent officiellement comme cela. Tu vas me le dire, hein, justement. Il y a un véritable plan de développement du football féminin au Brésil. Oui, ça a été dit, notamment avec l'arrivée de Pia sur le banc de la sélection féminine. Et je pense qu'il y a 4 piliers pour développer le football brésilien, enfin féminin, pardon. L'organisation, les compétitions nationales, la sélection nationale, et aussi les médias qui sont très importants. Parce que s'il y a une bonne organisation et une coordination entre la sélection et les clubs, ça va permettre d'avoir un championnat national qui va être de meilleure qualité, donc une compétition qui va être suivie par les fans et aussi derrière les sponsors et donc de l'argent. Et la presse aussi, évidemment, a un travail à faire sur ça. Aujourd'hui, ça se développe aussi. Pareil, je trouve qu'il y a un suivi de qualité. Il y a des articles réguliers sur les plus grands médias. Et puis, je disais, avant, les matchs n'étaient pas diffusés. Aujourd'hui, il y a une vraie couverture. Nous aussi, on le dit avec nos championnats, c'est du foot masculin. Il faut donner aux gens les clés de pouvoir suivre le championnat. Et là, il y a pas seulement le match, mais il y a aussi le commentateur, mais il y a un consultant. Il y a aussi un plateau télé, donc un avant-match, un retour à la mi-temps, des analyses d'après-match. Tout ça, ça permet d'attirer des fans et donc aussi des revenus avec des sponsors. Et ensuite, cet argent doit être réinvesti dans la formation des jeunes aussi. On peut pas espérer développer le foot féminin sans passer par la formation des jeunes. Donc, ce qu'a fait avec la CONMEBOL, avec l'obligation d'avoir une équipe féminine senior, ce qui est normal, mais aussi des jeunes, ce qui me semble encore plus important. Ça va permettre d'améliorer encore le championnat et surtout de fournir de nouvelles joueuses qui vont permettre de rejoindre les rangs de la CSA1 et peut-être de gagner un jour la Coupe du Monde. Ouais, et tout cela, en plus, en donnant, tu le dis, hein, cette visibilité, en donnant de meilleures conditions aussi pour les filles pour évoluer, ça permet aussi aux petites filles de voir qu'il est possible de jouer au football et de s'y mettre aussi, hein, parce que c'était un frein aussi. Maintenant, voilà, s'il y a tout un mouvement qui se met en marche, on le voit, il y a des choses qui sont faites. En le disant, on sourit un petit peu en voyant certains discours que l'on a, par exemple, chez nous. Voilà, on s'aperçoit que ça travaille au Brésil. Et petit détail, je ne sais pas si tu pourras me dire depuis quand, mais la féminisation du football touche aussi les commentaires, parce que j'ai souvenir, là, tu vois, j'y pense à l'instant, beaucoup de matchs des éliminatoires actuels chez les hommes, maintenant, sont commentés par une ou des femmes. Oui, je crois que ça a commencé l'année dernière. Notamment à Globo, je retrouve plus le nom de la commentatrice. J'ai un prénom en tête, mais je suis quasiment sûr de me tromper, donc voilà. Mais il y a des voix, on entend des voix féminines diriger maintenant le commentaire d'un match. Elles sont plus en bord pelouse comme on les avait vues ces derniers temps arriver. Maintenant, on a une vraie commentatrice à la place. On a peut-être la prochaine Galvão Bueno féminine qui est en place là. Oui, c'est Renata Silveira, le nom que je cherchais. Et oui, elle commence à commenter des matchs. Et ce qui est important aussi, pas seulement de foot féminin, mais aussi des matchs des éliminatoires ou du Brasileirão. C'est assez souvent qu'on l'entend aussi. Et c'est vrai que ça participe aussi au développement du foot féminin et à l'acceptation. Après, ça passe et c'est là qu'on voit aussi que la société brésilienne reste très machiste, parce que elle est aussi très critiquée sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi un développement qui est important. Ouais. Elle est critiquée, certes, mais voilà, là, la chaîne, le Globo, lui a donné le micro principal, hein, parce que on l'a déjà sous-entendu ou dit souvent, hein, ou écrit parfois sur le site, le poste de commentateur au Brésil, c'est quelque chose quand même. Hein. Oui, le micro, il se cède pas facilement. Bon, voilà. Avec Galvão Bueno qui est encore en place. Mais c'est aussi la première, oui. Donc, forcément, il va y en avoir d'autres derrière qui seront peut-être plus appréciés. Donc, ça se développe aussi de ce côté-là. Mais oui, c'est la pionnière. Et là, pareil, ça fait qu'1 an. Donc, on verra comment ça se passe par la suite. Ouais, mais on le voit donc, hein, il y a un mouvement. On espère que ce mouvement va s'entretenir. Hein, tu l'as dit, les expériences malheureuses de ces dernières années montrent que dès que l'on avance d'une marche, il se passe quelque chose qui fait reculer de 3 derrière. On espère que ça ne va pas arriver au Brésil. Je pense qu'on a bien fait le tour de justement où on en est actuellement au football, où en est le football féminin au Brésil. Merci Marcelin de m'avoir accompagné sur ce podcast.
Eh ben, merci à toi. Et donc voilà, on va vous laisser sur cette conclusion-là, en espérant donc que ce mouvement initié perdure et continue d'avancer, cette fois-ci de manière continue et linéaire, et plus ou moins linéaire. On va vous inviter à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à vous rendre régulièrement sur notre site. On va vous inviter aussi à venir nous rejoindre sur notre Discord pour discuter avec la communauté Lucarne Opposée, mais aussi avec nous. Vous pouvez notamment discuter autour de ces podcasts. Abonnez-vous aux différentes chaînes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ou de voir ce podcast, si vous nous regardez sur YouTube par exemple. Et je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en vous procurant nos magazines. Au moment où on enregistre et au moment où ce podcast va sortir, le 16 étant tout proche d'arriver, le numéro 16. Mais vous pouvez aussi le faire en vous rendant sur notre boutique, sur notre librairie, pour vous procurer les 2 ouvrages de la maison d'édition Lucarne Opposée. La biographie de Garincha écrite par monsieur Marcelin Chamoin, qui était avec moi aujourd'hui, et la traduction française des 11 Caminos al Gol sur Marcelo Bielsa. Voilà, tous les liens, vous les trouverez bien évidemment dans la description. Vous en avez l'habitude de ce discours. J'en finis de mon long tunnel final. Je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux rendez-vous sur les podcasts de Lucarne Opposée. À bientôt les amis.